Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Jérôme. Et enseignant en géopolitique. Le sujet du Sahara marocain est un sujet sur lequel les États-Unis ont beaucoup travaillé ces dernières années. Nous y reviendrons. La grande affaire du Sahara va être la marche verte en 1975, quand le roi Hassan II entraîne plusieurs centaines de milliers de Marocains de façon pacifique pour reprendre pied dans ce Sahara marocain qui était à l'époque un territoire avant tout habité par des nomades qui a été de longue date depuis le Moyen-Âge dans l'orbite de la souveraineté des sultans du Maroc. Emmanuel Dupuis est un grand spécialiste du Maroc. Il connaît toutes les données du problème. Et déjà peut-être a-t-il des compléments à apporter sur ce rapide. La question se pose d'autant plus qu'il y a une évolution diplomatique qui fait que maintenant, désormais, il y a non seulement un, mais peut-être deux, on va y revenir, peut-être même trois pays membres du Conseil de sécurité qui s'inscrivent dans cette reconnaissance de la marocanité des trois provinces du Sud, mais surtout, et c'est un fait majeur qui n'est pas si ancien que ça, une majorité des États à l'ONU, sur les 194 États qui siègent à l'ONU, 104 désormais reconnaissent la position marocaine, c'est-à-dire que l'autonomie est la solution, l'autonomie dans la souveraineté marocaine est la solution pour l'administration de ces territoires. Le fait que la France s'exprime sur le Sahara marocain, alors que l'Algérie n'a de cesse par ailleurs de dire qu'elle n'est pas partie prenante au conflit. Alors il y a effectivement plusieurs contradictions. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, il y a quand même une contradiction formelle, structurelle. Précisons aussi que l'administration Biden a là-dessus complètement entériné, a confirmé le choix de l'administration Trump. Donc c'est une ligne de force qui transcende la frontière entre républicains et démocrates. Quelle que soit l'issue du scrutin le 4 novembre prochain, la position américaine ne changera pas. Le Maroc n'entretient pas de mauvaises relations avec la Russie, par exemple, alors qu'on pourrait la croire dans une orbite américaine désormais, ou occidentale. Le Maroc se flatte d'avoir beaucoup d'échanges économiques avec un pays comme la Russie. La diplomatie, en tout cas la diplomatie mue par la position de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, est une diplomatie à 360 degrés, visant à faire reconnaître par un certain nombre de pays la position marocaine comme étant la solution idoine vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, vers l'Afrique centrale et l'Afrique australe, vers les pays de l'Asie du Sud-Est, voire même les pays du groupe de Visegrad. Le premier sommet Maroc, groupe de Visegrad, s'est tenu sous impulsion de Viktor Orban, qui d'ailleurs, là aussi, est un acteur important, en tout cas jusqu'au 31 décembre de cette année. En même temps, avec cette configuration qui peut paraître paradoxale, l'Algérie et la Russie se sont rapprochés à l'aune du conflit en Ukraine, avec un troisième acteur qui est l'Iran, au profit de l'Algérie, qui d'ailleurs est un acteur perturbateur, car l'Iran fournirait, je mets cela au conditionnel, un certain nombre de capacités militaires au Polisario, faisant finalement le Polisario un proxy, comme on dit, de l'Iran, qui lui-même devient un proxy de l'Algérie. Comme peut être le Hezbollah. Comme peut être le Hezbollah ou les Houthis vis-à-vis de Téhéran par ailleurs. Et en même temps, faut-il aussi le rappeler, depuis 2016, le Maroc est un partenaire stratégique, non membre de l'OTAN, faisant du Maroc un stabilisateur ou un élément de pacification et de stabilité. Vous l'avez rappelé, le détroit de Gibraltar, la dimension atlantique, la dimension méditerranéenne, et puis surtout une capacité en profondeur que les Américains recherchent dans leur volonté de se réancrer dans la partie occidentale du continent africain. Il reste un acteur du Conseil de sécurité qu'on n'a pas évoqué, c'est la Chine. Et donc, la position marocaine est une position, la position chinoise est une position évolutive pour une autre raison. Les investissements chinois massifs dans Tanger Med, l'implication et le rôle que la Chine veut faire jouer au Maroc dans le cadre des routes de la soie, enfin du Belt and Road Initiative, et la manière dont la Chine se positionne comme un acteur de médiation et de facilitation sur le continent africain. La question au Sahel peut être
dans quelques mois ou quelques années, ou en tout cas sur la position du Sahara. À vous écouter et à vous lire dans vos publications, on a l'impression quand même d'un Maroc qui a fait, qui est une véritable puissance diplomatique aujourd'hui et qui a acquis un art de la diplomatie très évolué. Comment peut-on caractériser le modèle marocain de relations internationales et de relations diplomatiques? D'ailleurs, une diplomatie de voisinage, une diplomatie de proximité. Faire en sorte de n'avoir aucun problème avec ses voisins, si ce n'est qu'on a au Maroc un voisinage particulièrement perturbant et qui nous ramène à ce que fut la guerre des Sables dans les années 60 et un antagonisme qui n'a vraiment jamais cessé depuis l'indépendance des deux pays. L'Algérie a toujours cherché à jouer sur deux tableaux, le substrat colonial et l'antagonisme des voisins, du voisinage algérien aujourd'hui et tunisien avant. La diplomatie du Maroc est une diplomatie à 360 degrés, je l'ai évoqué, mais c'est aussi une géopolitique, une géoéconomie et une géoculture, dans le sens où la diplomatie marocaine est utilement servie par des projets d'infrastructure, excusez cette redondance, structurants, qui visent à développer le Maroc. L'ouverture vers l'Atlantique va permettre un développement homogène du territoire marocain dans la foulée de pays émergents, en tout cas venir comme 26 autres, en l'occurrence faire partie des 27 futurs impétrants de cette organisation. Donc c'est une diplomatie multilatérale ou d'un multi-non-alignement, avec l'idée qu'elle ne se situe de manière intelligible et intelligente dans un discours et dans un dialogue équilibré avec tous les parties prenantes. On l'a vu par rapport à la position en Ukraine. Le Maroc s'est abstenu de condamner la position russe, dans la première résolution onusienne de février 2022. Elle n'a pas participé au vote pour cette première résolution. Elle s'est abstenue dans la deuxième, partant du principe d'une stricte neutralité et par rapport à l'impact que cela peut avoir, notamment par rapport à la question de l'approvisionnement en céréales. Enfin, la diplomatie marocaine, pour répondre plus précisément à votre question, est une diplomatie qui a bien compris ou a parfaitement analysé le fait qu'il y a une diplomatie officielle. Et de ce point de vue, le Maroc est fortement pressenti pour faire partie des deux pays qui pourraient, selon la position américaine, faire partie de manière permanente du Conseil de sécurité, donc en jouant très ouvertement la position du règlement, ou en privilégiant le règlement de la question marocaine, la question du Sahara, par le biais de l'ONU, et non pas par le biais de l'Union africaine, mais c'est également un pays qui a parfaitement compris, dans sa dimension géoéconomique et géoculturelle, que le Maroc est plus qu'un pays, c'est une civilisation. C'est la plus vieille monarchie, une des plus vieilles monarchies, en remontant au 8e siècle. Ouais, la dynastie actuelle remontant au XVIIe siècle. Et la dynastie chérifienne remontant au XVIIe siècle. Donc toute cette logique d'une Maroc civilisation, ou d'un État civilisation, ou d'une nation civilisation, qui je crois est assez cohérente, ou en tout cas convergente, avec une redéfinition des relations internationales, avec des pays qui se réapproprient leur histoire comme un élément, un ferment plutôt, de légitimité diplomatique. Donc de ce point de vue, la position marocaine peut se rapprocher de la diplomatie chinoise. C'est d'ailleurs un des éléments qui fait que la Chine et le Maroc se sont rapprochés, en mettant en avant la capacité d'attraction par le biais de la spiritualité, un islam du juste milieu. Je résumais mon propos en disant une diplomatie intelligente, une diplomatie d'équilibre, et surtout une diplomatie qui vise à chercher de la conciliation plutôt que de la confrontation. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis. Je crois que vous aviez peut-être des publications à conseiller. Quelques annonces paroissiales pour ceux qui veulent approfondir la question d'un point de vue historique et mémoriel. Je conseille cet ouvrage de notre collègue et ami commun Youssef Chiheb, qui par ailleurs appartient au Centre français d'études sur l'enseignement. Je le dis parce que je vois qu'il
et partenaire d'Omerta, et pour lequel j'ai eu le plaisir et l'honneur d'assumer la postface. Voilà, c'est un ouvrage assez récent. Et puis une dernière petite annonce paroissiale, pour ceux qui s'intéressent à l'initiative royale Façade Atlantique 2030, qui va accompagner l'évolution diplomatique sur la question du Sahara et de la reconnaissance de sa marocanité. Un numéro spécial de vos collègues, de nos amis et partenaires, Maroc diplomatique, l'occasion d'un dernier symposium qui s'est déroulé à Rabat et non pas à Darla, intitulé L'appel de l'Atlantique, en mai dernier. Voilà. Et moi je préciserai aussi qu'il y aura à partir de fin septembre en kiosque un numéro spécial de l'excellente revue Dynastie sur les 25 ans de règne de Mohamed VI. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver dans tous les kiosques le nouveau numéro d'Omerta consacré aux États-Unis, aux élections présidentielles américaines et à leurs conséquences pour l'Europe et pour le monde.